Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en visite ce matin dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou. La zone fait l'objet d'occupations anarchiques et illicites depuis 2007. Draman Dambélé a attiré l'attention des occupants sur les mesures prises en la matière par les autorités. Lancement du projet Femmes Mali pour près de 5 milliards de francs CFA. Son objectif est d'aider les femmes productrices et les communautés vulnérables à faire face au changement climatique. Et c'est parti à Sanankoroba des activités des vacances citoyennes édition 2015. Le thème est jeunesse et réconciliation, rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix. Plus de 10 000 jeunes participent à cette édition, couplée avec la Journée internationale de la jeunesse. Bienvenue à la grande édition de l'ERTM. Nous sommes mercredi 12 août. Bonsoir à tous. D'abord, un tour à la primature où le chef du gouvernement a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis au Mali et le chef de la délégation de l'Union européenne, Richard Zenk, en fin de mission. Avec le diplomate américain, il a été question de plusieurs problèmes, notamment la situation sécuritaire dans le nord du pays. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Avec l'ambassadeur des États-Unis au Mali, il a été surtout question de paix et de développement. Lors de l'entrevue, le diplomate américain a rassuré du soutien de son pays pour le Mali, un soutien multiforme avec plusieurs programmes de développement. Les deux personnalités ont également abordé les modalités du suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Nous avons discuté de la sécurité, le développement du Nord, et des autres problèmes. Nous avons plusieurs programmes pour le développement du Nord, mais c'est vrai en même temps que c'est difficile pour la mise en œuvre à cause des conditions de sécurité. Mais en même temps, nous voulons faire plusieurs choses avec l'éducation, avec de l'eau, avec l'électricité et des autres programmes. Bon, les États-Unis sont un grand partenaire avec Mali. Nous avons 10 soldats qui travaillent avec MINUSMA et nous avons une équipe ici où nous faisons des programmes de training dans des centres ici. Il y a plusieurs comités, 4 sous-comités de le comité de suivi. Et les États-Unis vont avoir représentation dans chaque comité. La seconde personnalité reçue par le Premier ministre Modibo Keïta est Richard Zenk, chef de la délégation de l'Union européenne, en fin de mission au Mali. Celui-ci garde un très bon souvenir de son séjour malien. Il dit avoir foi aux Maliens et reste optimiste pour l'avenir du Mali. Je sillonnais tout le Mali. J'étais à Kenyeba, j'étais au Caille, j'étais à Manantali, à Keïta, à Kati. J'ai visité San, Tomignan, j'étais plusieurs fois à Ségou, j'ai visité la mosquée de Tchéné, à Bandiagara, je suis descendu la falaise à Sanga, j'ai pris la pinasse entre Mopti et Kona, à Kidal, à Timbuktu, j'ai visité les mosquées là pareil, et l'Institut Ahmed Baba, et donc j'ai vu toute la grandeur et la beauté du Mali. Moi, je quitte le Mali avec bien le soleil dans mon cœur. Le soleil du Mali, pour moi, ce sont les Maliens. C'est la fierté, un peuple ouvrier, un peuple chaleureux que moi, je vais jamais oublier. Et j'espère bien de retourner un jour ici et visiter et aller aussi dans les zones que je n'ai pas pu visiter cette fois-ci. J'ai vu aussi beaucoup de changements. J'ai visité l'Office du Niger et j'ai vu les progrès considérables, les progrès colossaux qui étaient faits dans l'agriculture avec l'irrigation. Et donc, je suis optimiste. En Bondiatigui, le Premier ministre Modibo Keïta a offert un trophée Tiwara au chef de la délégation de l'Union européenne en fin de mission au Mali en guise de souvenir. Audience également au Conseil économique, social et culturel. Son président, Boulkassou Maïdara, a reçu la Fédération des artistes du Mali et affiliés, ainsi qu'une délégation de l'APDF. Mariam Sagara nous en dit plus. Les deux associations, celle des artistes et celle des femmes, ont égrené chez le président leurs préoccupations, leurs sollicitations et leurs besoins pour le bien-être des associés. Quand l'artiste n'est pas dans les conditions, il ne peut pas concevoir des œuvres
qui sont compétitives. Nous devons être à l'échelle mondiale de la créativité. Nous avons aussi soulevé d'autres problèmes, notamment l'organisation d'un forum social sur la culture qui nous permettra de parler de fond en comble des problèmes dont souffre le monde de la culture aujourd'hui. Le président nous a donné une oreille attentive et a promis de faire ce qu'il doit faire. Par rapport au quota aussi, il est en phase avec les femmes du Mali. Donc cela est important et il dit qu'il va s'impliquer afin qu'à la prochaine session de l'Assemblée nationale, le projet puisse être mis sur la table, mais surtout adopté. Les autres pays africains sont à la parité, le Sénégal, et d'autres ont même dépassé la parité comme le Rwanda. Donc les femmes maliennes n'ont pas démérité. Donc ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait, c'est juste un début de justice. Les visiteurs de la matinée se disent tous satisfaits de leur rencontre de la matinée. Une matinée édifiante pour l'avenir de leur association après les échanges riches avec le président et son cabinet. Rendons-nous à présent en zone aéroportière de Bamako. C'est nous, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Dramane Dembélé, a visité cette zone ce matin qui fait l'objet d'occupations anarchiques et illicites de toutes sortes. Mieux encore, les personnes installées sur les lieux depuis 2007 reconnaissent qu'ils sont sur place illégalement. Suivons les détails de la visite avec Lamine Keïta. La zone aéroportière de Bamako-Sénou est aujourd'hui fortement menacée dans son existence. Pour cause, elle est illégalement occupée depuis plus de 10 ans par des garagistes, des commerçants, des cultivateurs et même des maisons d'habitation en chantier. Après notre installation ici, nous avons reçu la visite de l'ASECNA. On nous a clairement indiqué que c'est une zone aéroportière. Ils nous ont aussi dit que nous pouvons rester provisoirement. Du côté des autorités, on estime que des mesures seront prises pour arrêter cette occupation anarchique. Le constat est amer. J'ai le sentiment que c'est l'éternel recommencement. Des personnes, chaque fois qui veulent mettre l'État devant les faits accomplis. La vocation de la plateforme aéroportière est pour nous. C'est défini, c'est une zone réglementée. Mais on continue à morceler, à construire au vu au-dessus de tout le monde. Après, si on veut agir ou réagir, les gens s'organisent en groupe de pression. Il va falloir un moment que cela s'arrête. Il nous a été instruit quand même de vérifier cela, que l'autorité de l'État s'exerce. On s'est mis dans un processus dynamique et pédagogique. Mais dans cette démarche, on a le sentiment que les gens, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien, ils continuent. Ils continuent de plus belle. Ils profitent des autres heures de l'hivernage pour aller se camoufler en violant la réglementation. Dans tous les cas, force doit rester à la loi. Restons avec le ministre Dembélé qui, après la zone aéroportière, s'est rendu à l'école des 1008 logements sociaux. Il voulait constater de visu le bon déroulement de la signature des contrats entre les bénéficiaires des 1552 logements sociaux et l'État. Pour en savoir plus sur cette opération, écoutons le notaire maître Sila Aguerlaf au micro de Lamine Keïta. Et tout se passe bien et nous remercions vivement le ministre de nous avoir rendu visite sur le site. Nous nous excusons auprès de tous les bénéficiaires pour les désagréments qu'ils ont subis ces 2 derniers jours. Nous avons eu une réunion avec le ministère. Ils nous ont conseillé de prendre un local plus grand qui correspondait à une école. Et aujourd'hui, nous sommes revenus dans l'école des 1008 logements. Il n'y a pas de lenteur à proprement parler. Il y a des types de logements où il y a beaucoup de personnes prioritaires. Et nous avons jugé bon de faire passer les handicapés et les vieilles personnes avant le reste des bénéficiaires. D'où la lenteur qu'ils constatent dans le traitement des dossiers F3A et B. Nous serons là jusqu'à mardi prochain, Inch'Allah. Après mardi, les bénéficiaires qui n'auront pas signé pourront se présenter à l'OMH. On leur donnera le nom du notaire qui est en charge de leur dossier et ils iront à l'étude de ce notaire. Nous sommes disponibles tout le reste de l'année.
Je vous le disais hier que la Fédération malienne des producteurs d'huile et d'aliments bétail et la Fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail-viande ont conclu un protocole d'accord, un protocole relatif à l'interdiction de l'exportation de l'aliment bétail par les éleveurs au prix de 125 000 francs CFA la tonne au lieu de 300 000 francs CFA actuellement. Le reportage de Bourama Traoré. C'est un protocole d'accord qui enlève désormais une épine des pieds des éleveurs. Ces acteurs de la filière bétail-viande souffrent de la hausse vertigineuse de l'aliment bétail. La tonne serait vendue à 300 000 francs CFA. Une mesure est donc prise pour interdire l'exportation de l'aliment bétail pendant au moins une année. Il est vraiment incompréhensible que la graine de coton cédée par la CMDT à 103 000, après avoir utilisé sa graine de coton pour produire de l'huile, et que l'aliment bétail puisse être vendu à près de 300 000 sur les différents marchés. Donc, en accord avec la Fédération des huiliers, nous avons initié un protocole qu'ils ont bien voulu signer avec les éleveurs, protocole qui fait obligation aux huiliers de mettre à la disposition des éleveurs l'intégralité de leur production d'aliments bétail pour la saison 2015-2016 et à un prix à la tonne n'excédant pas 125 000 francs. Une autre mesure est prise pour augmenter les parcs de transit à Bamako. Une question essentielle à résoudre quand on sait que la capitale consomme 800 à 1000 bœufs par jour selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous allons approcher notre collègue du ministère de l'administration territoriale qui a la tutelle des communes pour voir dans la mesure du possible comment augmenter ces différents parcs de transit tout autour de Bamako. Et il y a également un autre problème, c'est les taxes communales. Nous allons également, avec le ministre de l'administration territoriale, voir avec les différents maires comment revoir à la baisse cette taxe communale pour les éleveurs. Une autre préoccupation revenue dans les discussions, le besoin de financement des bouchers. En 2014, le projet d'appui aux commerçants détaillants a financé 150 bouchers en raison de 500 000 francs CFA. Le taux de remboursement est jugé faible, moins de 50%. Nous avons sollicité la Fédération des éleveurs et des bouchers pour nous aider à améliorer ce taux de recouvrement. Une fois que nous arriverons à améliorer ce recouvrement, nous allons effectivement voir dans la mesure du possible comment financer d'autres bouchers. Il y a également le problème des intermédiaires qui a été posé entre les éleveurs et les bouchers. À ce niveau également, des mesures ont été prises pour réduire le nombre d'intermédiaires entre l'éleveur qui vend son bétail et le boucher. Un comité de suivi est créé pour la mise en œuvre des différentes mesures. Le département en charge du commerce et les acteurs de la filière bétail-viande se retrouveront dans les prochains jours pour un exercice d'évaluation. Et sur la baisse du prix de la viande, vous pourrez suivre après ce journal un message du ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konaté, en langue bamana. Et nous avons ce communiqué, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Amadoun Konaté, en compagnie de ses homologues de l'énergie et de l'eau, de l'éducation nationale et le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a eu ce mercredi matin, 12 août 2015, une séance de travail avec une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad, CEMA, conduite par Al-Gabas Ag Intala, point focal de la CEMA auprès du gouvernement. Cette séance de travail a permis de passer en revue le plan d'action d'urgence pour la région de Kidal, août-décembre 2015, avec l'ensemble des parties prenantes conformément aux objectifs prévus par les accords de paix. Les discussions ont porté essentiellement sur la reprise des services sociaux de base, la préparation de la rentrée scolaire 2015-2016 et l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des populations. Pour la concrétisation du dit plan prenant en compte les besoins réels des populations de la région de Kidal, il a été retenu d'envoyer au cours de la semaine du 17 au 23 août 2015 une mission technique composée des départements ci-dessus cités pour faire l'état des lieux. Les mêmes concertations seront organisées pour les régions de Gao et de Tombouctou. Parallèlement, le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, a reçu les représentants de la coordination des mouvements de l'Azawad et ceux de la plateforme en vue de la constitution prochaine de la commission
vérité, justice et réconciliation. Et nous continuons de recevoir des communiqués par rapport sur la mort de soldats maliens dans le cercle de Tenenkou. Et nous avons ce soir pour la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti résidant à Bamako. Et nous avons aussi pour l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. Tous, ils ont appris avec grande émotion la mort de soldats maliens dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule entre les villes de Dia et de Diafarabé dans le cercle de Tenenkou. Ils condamnent avec la dernière rigueur cet acte d'un autre âge qui porte une fois de plus le deuil dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Et cet autre communiqué du Rassemblement travailliste pour le développement RDT et de l'association Djina Dokon qui ont appris avec une grande indignation l'attaque ignoble perpétrée contre l'hôtel Byblos de Sévaré. Ils condamnent tous les actes barbares commis par des personnes sans foi ni loi après la signature de l'accord de paix des 15 mai et 20 juin 2015. Et c'est parti pour l'édition 2015 des activités des vacances citoyennes. Après Kona en 2014, c'est la commune rurale de Sanankoroba qui a abrité ce matin le lancement sous le thème Jeunesse et réconciliation, rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix. Plus de 10 000 jeunes participent à cette édition couplée avec la Journée internationale de la jeunesse, la construction de foyers des jeunes de Sanankoroba et Sanando ainsi que le reboisement à Douanza et à Gao sont au cœur des vacances citoyennes. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Abdraman Keita. Pour la cause de notre pays, la jeunesse malienne est sur le chantier du développement. À travers ces vacances citoyennes, plus de 10 000 jeunes sont venus de toutes les régions et du district de Bamako pour participer volontairement à plusieurs activités de citoyenneté. Le programme prévoit la construction des infrastructures socio-éducatives, des foyers de jeunes, des travaux d'assainissement et le reboisement. Cette prise de conscience de la jeunesse, notre pays en a fortement besoin en ces moments difficiles de son histoire où seule la cohésion sociale, l'union sacrée des cœurs et des esprits peuvent nous faire déjouer le cycle de violence dans notre pays. Pendant plus d'un mois, ces jeunes vont parcourir le Mali pour aller au contact de leurs concitoyens. Aller à la rencontre de son peuple, c'est aller à la découverte de soi-même. C'est faire une exploration dans un monde qui garde à travers ses hommes et ses modes de vie tout ce que nous ne savons pas encore de nous-mêmes. C'est pourquoi, chers camarades jeunes, nous qui avons eu ce privilège devons œuvrer à ce que les plus hautes autorités du pays, soucieuses du devenir des jeunes du Mali, soient par nos conduites heureux de nous voir faire de ces vacances citoyennes ce qu'ils ont voulu et souhaité qu'elles soient. À Sanankoroba, les jeunes planteront 2000 pieds d'arbres et participeront à la construction du foyer de jeunes de cette localité avant de se rendre à Sanando pour les mêmes activités. À Douanza et à Gao, 2 bosquets seront réalisés au cours de ces vacances citoyennes. Le programme d'activités que vous envisagez de réaliser dans les 4 sites constitue la preuve de votre engagement à contribuer à la réconciliation nationale et à la consolidation de la paix dans notre pays à travers la restitution de l'accord pour la paix et la réconciliation issu des pourparlers intermaliens d'Alger. Des équipements d'assainissement ont été remis à la mairie de Sanankoroba par le ministère. Les plantations d'arbres et la pose de la pierre du foyer des jeunes ont donné le ton des activités de ces vacances citoyennes. Le ministre de la Défense et des anciens combattants en visite à Sévaré, Tchema Hubert Koulibaly, accompagné d'une forte délégation militaire, a apporté le message du chef de l'État, chef suprême des armées. La visite a aussi permis au ministre de recenser les besoins des hommes sur le terrain. Le commentaire est signé Mariam Sagara. Dans la ville endeuillée par les terroristes, le ministre de la Défense, au nom du chef suprême des armées, a apporté son soutien aux forces en action sous le feu.
La hiérarchie militaire, à la tête le général Maman Touré, était aux côtés du ministre Tchema Hubert pour entretenir les femmes de Sévaré et de Mopti. Il s'agissait pour nous de rendre hommage à nos hommes qui se sont battus avec un courage indiscutable et rendre visite aux familles, aux veuves des hommes que nous avons perdus. Mais aussi donner un certain nombre d'instructions pour renforcer le dispositif et être dans plus d'anticipation face aux menaces qui sont identifiées. La journée chargée du ministre n'a pas empêché le recueillement au cimetière de Sévaré sur les vaillants soldats tombés les armes à la main ce vendredi 7 août à Sévaré. Il faut donc renforcer la vigilance, c'est extrêmement important. Et se disent qu'à n'importe quel instant, il faut être capable de se trouver dans une manœuvre de riposte, y compris quand on est en combat. Après avoir écouté les hommes de Sévaré, le ministre trouve légitime les demandes de la troupe qui ne portent que sur la logistique adéquate pour faire face à l'ennemi. Le gouvernement fait tout pour aider faire en sorte que le travail de la troupe soit facile, soit plus facile. La mission est dangereuse, elle est extrêmement difficile, mais nous faisons tout pour que cette mission soit facile dans son exécution. Il a ensuite reconforté les blessés à l'hôpital Somine Dolo avant de rassurer les notabilités de la ville pour leur protection indéfectible par le gouvernement. Ces notabilités se sont engagées à sensibiliser et à apporter leur soutien aux forces armées pour leur combat contre le terrorisme. Fin à Ségou des travaux de la rencontre des chefs de circonscription administrative sur la pérennisation du recensement administratif à vocation d'état civil. Avec Dougoufana Traoré, correspondance. Aucun sujet du département de l'administration territoriale et de la décentralisation n'a été occulté au cours de cette rencontre de Ségou. Les administrateurs ont passé au peigne fin tous les problèmes qui ralentissent l'élan ou l'ardeur de nos administrateurs. Le RAVEC, la carte d'identité nationale, les problèmes fonciers, l'accord de paix, la sécurité, le retour de l'administration au nord. Bref, tout ce qu'il faut pour bien huiler la machine administrative. Créer au niveau des cercles et du district de Bamako un logiciel de suivi du vivier des agents électoraux et assurer. Petit problème technique, peut-être nous allons retrouver cet élément au cours de ce journal. Lancement officiel par le commissariat à la sécurité alimentaire de dons gratuits de céréales aux populations vulnérables dans le cercle de Ségou. 6 communes ont ainsi bénéficié de ce don de céréales d'un montant total de plus de 100 millions de francs CFA. Reportage Honoré Tchenou. Le commissariat à la sécurité alimentaire, suite aux résultats de l'enquête apportée par le système d'alerte précoce aux populations en difficulté à travers l'ONG Réfort, entend distribuer plus de 100 tonnes de mil au prorata dans 6 communes du cercle de Ségou. La présente cérémonie constitue ainsi le lancement officiel de distribution gratuite de ce don à Sibila. Nous, en tant qu'ONG Réfort, nous sommes là pour faciliter la distribution des différents aliments, des différents céréales, donc, sous la supervision des sous-préfets et maires des communes. Nous mettons en place généralement une commission pour nous faciliter le ciblage des personnes vulnérables dans les différentes communes. Dans les communes de Belé, Doukabougou, Digani, Markala, Sanzandeng et Sibila, plus de 17 000 vulnérables bénéficient de ce don gratuit. Nous sommes très émus de ces dons gratuits de la part de l'État et ses partenaires. Souvent, avec la mauvaise répartition des pluies, nous cultivons mais les récoltes sont maigres. C'est pourquoi nous remercions tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour que ce jour soit. La valeur de ce don totalise plus de 115 millions de francs CFA. Occasion pour les autorités administratives et politiques de remercier les partenaires privilégiés de l'État, à savoir le Programme alimentaire mondial PAM et le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Revenons sur cette fin de travaux de la rencontre des chefs de circonscription administrative sur la pérennisation du recensement administratif à vocation d'état civil à RAVEC. La rencontre a entre autres recommandé l'examen du dispositif qui doit être fonctionnel pour assurer au processus électoral clarté et transparence. On retrouve Dougoufana Traoré.
Aucun sujet du département de l'administration territoriale et de la décentralisation n'a été occulté au cours de cette rencontre de Ségou. Les administrateurs ont passé au peigne fin tous les problèmes qui ralentissent l'élan ou l'ardeur de nos administrateurs. Le RAVEC, la carte d'identité nationale, les problèmes fonciers, l'accord de paix, la sécurité, le retour de l'administration au nord. Bref, tout ce qu'il faut pour bien huiler la machine administrative. Créer au niveau des cercles et du district de Bamako un logiciel de suivi du vivier des agents électoraux et assurer sa mise à jour permanente. Pour le ministre Ablaye Idrissa Maïga, le terrain est désormais balisé. Les chefs de circonscription qui auront mis l'État, le patriotisme et la rigueur au travail au-dessus de tous seront immédiatement récompensés. Car il est temps que le mérite soit reconnu, a-t-il martelé. En revanche, les indélicats paieront de leurs fautes. La garantie et la permanence de la décentralisation sont liées au bon exercice de la tutelle qui constitue entre vos mains, et vous le savez tous, un pouvoir impressionnant, un pouvoir que vous exercez dans le cadre de la loi. S'abstenir de l'exercer ou ne pas l'appliquer correctement sont des attitudes qui compromettent dangereusement le processus de décentralisation en général et celui de la régionalisation, en particulier en tant qu'étape nouvelle, deuxième étape de la décentralisation. Par rapport aux élections, l'État fera tout son possible pour que les sortes de l'État, qui sont ces chefs de circonscription, soient mis dans les meilleures conditions de travail pour bien organiser les élections à venir. D'ailleurs, quel doit être aujourd'hui le portrait robot d'un chef de circonscription? La première exigence, c'est celle d'œuvrer à restaurer un climat de paix et de sécurité, une condition critique. J'allais dire la condition sine qua non pour consolider le cadre démocratique. Deuxième exigence, c'est celle d'assurer un service public de qualité. Troisième exigence, celle d'impulser le développement socio-économique à l'échelle territoriale des régions. À noter que les élections communales sont prévues pour le 25 octobre prochain. Le ministère du Développement rural et ses partenaires intensifient leur prévention contre les maladies causées par la mouche CC et le trypanosome. Du matériel a été remis dans le cercle de Diola aux différentes brigades formées afin de lutter contre ces parasites. L'opération a coûté au budget national plus de 40 millions de francs CFA. Koumba Sissé, correspondance. Notre pays est essentiellement rural. Les régions humides et semi-arides, c'est-à-dire les plus productrices, souffrent des méfaits des maladies liées à la mouche CC et au trypanosome. Ainsi, plus de 2 500 000 personnes et près de 2 700 000 bovins sont exposés. Dans le cercle de Dioila, des brigades formées qui opèrent restent sous-équipées. La cérémonie de ces équipements aux brigadiers villageois contribuera à éradiquer ces maladies invalidantes. Conscient de ces pertes qui handicapent le développement de l'élevage dans les régions infestées, l'État malien s'est lancé très tôt dans la recherche de voies et moyens visant à limiter leur impact à travers de nombreux projets de lutte et de recherche depuis les années 1970. Selon les responsables du projet Patek Mali, ces produits très efficaces ne sont pas dangereux. Les produits que nous utilisons, c'est la détramétrine. C'est des produits homologués et qui sont peu nocifs. Les pièges et les écrans que nous utilisons sont imprégnés dans de l'insecticide. Nous avons voulu protéger quand même les techniciens en les dotant d'équipements complets. Le projet de création de zones libérées durablement de la mouche CC et de la trypanosomiase en Afrique de l'Est et de l'Ouest a pour mission d'éradiquer ces insectes dans les bassins du Bani et du Niger. Parlons à présent du lancement à Bamako pour près de 5 milliards de francs CFA du projet Femmes Mali. Sur financement du Fonds des pays les moins avancés, ce projet permettra d'aider les femmes productrices et des communautés vulnérables pour faire face au changement climatique. Khadija Toukone nous en dit plus. Le Mali est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, un phénomène qui a des impacts négatifs sur l'agriculture, la santé et l'économie. Pour faire face à cette situation et minimiser les risques, le Fonds pour l'environnement mondial, à travers le PNUD, a lancé le projet Mali Femmes. Les zones d'intervention du projet se situent dans 6 communes des régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso, et sa spécificité est de renforcer en priorité la résilience des changements climatiques à travers des activités de production des groupements féminins,
vulnérables au changement climatique dans les communes cibles. Pour atteindre cet objectif, il comporte deux principales composantes, à savoir la première, améliorer l'accès par les communautés vulnérables à des systèmes de mise à disposition et de gestion de l'eau qui résistent au changement climatique en vue de faciliter leur activité de subsistance. Deuxième composante, investir dans des approches et technologies innovantes résilientes au changement climatique, surtout en faveur des femmes rurales, pour renforcer et sécuriser la production de systèmes locaux de moyens d'existence face aux impacts climatiques. Ce projet est fortement apprécié par le gouvernement malien qui s'est engagé à lutter contre le réchauffement climatique. En tant que projet pilote, il s'inscrit en droite ligne des initiatives du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, mettant l'accent sur les groupes vulnérables, la gestion, l'utilisation durable et équitable des ressources naturelles, visant à intégrer l'adaptation au changement climatique dans toutes les politiques, les stratégies, les programmes et projets en cours au niveau du Mali. Compte tenu de son intérêt stratégique, mon département attache une importance particulière à l'exécution de ce projet pilote en faveur des groupes de femmes productrices et des populations locales. À noter que ce projet s'étendra sur 5 ans et coûtera près de 5 milliards de francs CFA. Faire le bilan des activités des soins essentiels aux communautés et évaluer les services offerts par les agents de santé dans le cadre de ce dispositif de prise en charge des problèmes de santé des populations. C'est l'objectif d'une mission que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient d'effectuer en région de Sikasso, Daouda Diakiti. Première étape de cette visite, Sikasso, où les autorités sanitaires, acteurs de terrain et partenaires techniques et financiers ont présenté le bilan de la mise en œuvre de ce dispositif de prise en charge des problèmes de santé de la mère et de l'enfant appelé SEC, soins essentiels dans la communauté. Dans la capitale du Folona, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est allé s'enquérir de la qualité des services offerts par les agents de santé communautaires. Au cours de ces derniers mois, nous avons pu traiter 104 cas de palie des enfants, 50 cas de pneumonie, le suivi de 41 femmes en état de grossesse et de 92 nouveau-nés. Sans oublier les visites à domicile et des séances de causerie. Ce dispositif de santé fait donc le bonheur des populations, ce qui justifie l'accompagnement de Save the Children International. Save the Children, ce qui nous intéresse, c'est véritablement de créer un environnement où l'enfant naît, d'abord naît, vivant, et ensuite grandisse, et ensuite se développe. Parce qu'en dehors de ça, on a aussi d'autres moyens d'accompagner l'enfant, l'éducation, etc. Mais d'abord, il faut qu'il soit né et qu'il vive et qu'il grandisse. Parce que nous en perdons trop, et pour des choses qui sont évitables. Et c'est véritablement ça que nous souhaiterions éviter dans la reconnaissance des soins essentiels au niveau de la communauté et de l'ASC qui les met en œuvre. Pour le ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique, les résultats ainsi obtenus méritent d'être renforcés et pérennisés par une plus grande implication des communautés dans la prise en charge des ASC. Nous pensons que c'est une bonne stratégie. Et la question qui est posée est la relève de partenaires financiers. Et nous sommes en train de réfléchir pour que le retrait des partenaires ne soit pas un motif d'abandon de la stratégie. Une visite qui intervient à quelques heures seulement avant le lancement du programme de santé sexuelle et reproductive à l'endroit des adolescents qui sera présidé par la première dame Keita Aminata Maïga. Lancement de la 12e édition du congrès biennal de l'Union des jeunesses de l'Alliance chrétienne à Sikasso. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Oumar Diallo. Le compte rendu de Sekou Konati. Louange et adoration, prière, hymne national, et c'est parti pour la 12e édition du congrès biennal de l'Union des jeunesses de l'Alliance chrétienne IJAC. Et le thème retenu est être imitateur de Christ et de l'apôtre Paul. C'est Jésus, jeune comme vous et moi, a changé le cours de l'histoire de l'humanité. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas l'accepter comme sauveur, mais vous conviendrez tous avec moi que ce Christ a toujours enseigné l'amour du prochain à ses disciples. Pendant une semaine donc, les jeunes chrétiens venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et de toutes les régions du Mali
vont donc échanger, fraterniser afin de cultiver la paix, mais aussi promouvoir l'évangélisation, le témoignage chrétien et la promotion des modèles de citoyens exemplaires pour nos pays. Nous avons un rôle dans la transformation de notre société qui fait face à de nombreux défis. En imitant Jésus, nous pouvons transformer notre société comme Daniel et ses 3 mousquetaires à Babylone. Représentant du délégué général de la GEMPEM, du maire de la commune urbaine de Sikasso et du parrain Ousseini Amianguindo, ministre des Sports, de saluer cette démarche de la jeunesse chrétienne qui doit inspirer. Jésus, son enseignement, c'était quoi? Pardonner, pardonner, aimer le prochain, tout donner au Seigneur. Alors nous voudrions que donc, cette jeunesse grandisse, s'effacienne, cette vision du Christ qui, pour l'amour du monde, est allé jusqu'à accepter d'être porté à la croix. Alors donc, c'est tout bien indiqué de tel camp, et vivement que d'autres communautés, d'autres confessions religieuses puissent l'imiter, afin qu'au bout du compte, nous ayons une jeunesse qui vit avec la morale spirituelle, afin que l'homme revienne à ses valeurs originales et que le monde reçoive ce message de paix permanent pour plus d'amour pour un Mali arc-en-ciel. Introduction du thème par le pasteur Joseph Camara et la prestation des chorales de Sikasso et de Bamako et de la troupe Sénoufo ont constitué des moments forts de cette cérémonie qui s'est achevée par des prières pour le Mali. Et le ministre des Affaires religieuses du culte convie en réunion les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation de la date du début du mois lunaire Zulkada ou Selifrouanchekalo le mardi 18 août 2015 à 15h dans la salle de conférence de la Direction générale de l'administration du territoire. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser la commission locale d'observation de l'une de sa circonscription qui à son tour informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualités des témoins. Les lignes téléphoniques 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09, je répète 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Les experts du comité scientifique de l'Institut du Sahel sont depuis ce matin en conclave. C'est à la faveur de la 2e session du comité scientifique. Ces experts venus des pays membres du SILS vont analyser et adopter un certain nombre de documents produits par les experts en matière de développement. Abdraman Maïga. Au cours de ces travaux, les experts du comité scientifique de l'Institut du Sahel vont évaluer et valider un certain nombre de documents élaborés par le comité scientifique de 2013 à nos jours. Ces documents qui sont axés sur les problèmes de développement concernent entre autres les défis liés à la croissance démographique, au genre et à l'autonomisation des femmes et des filles, à la santé et à la nutrition. Avec ces différentes productions, l'Institut du Sahel met à la disposition des pays membres du SILS des outils indispensables pour leur développement. Le comité scientifique, c'est un organe consultatif créé par le secrétariat exécutif du SILS depuis 2000 pour appuyer la direction générale de l'Institut du Sahel dans ses orientations stratégiques, à vérifier que les programmes qui sont menés par les chercheurs tiennent la route et à faire en sorte que l'Institut du Sahel atteigne ses différents objectifs scientifiques. Pour cette 2e session du comité scientifique, l'Institut du Sahel a choisi pour thème la coordination efficiente de la recherche agro-socio-économique et démographique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. À travers ce thème, l'Institut du Sahel met à la disposition des États membres du SILS les résultats de ses recherches au profit du développement. Toutes les recherches de l'INSA sont traduites sur le terrain en termes de transfert de technologie ou d'innovation ou de meilleures pratiques. Et en lien avec les systèmes nationaux de recherche, nous mettons en œuvre ces résultats et nous les transférons aux populations. Nous ne produisons pas seulement la science pour l'amour de la science. Il faudrait que cette science-là soit produite et appliquée pour régler le problème sociétal, le problème de développement, le problème de tout ce qui mine cette sous-région-là. L'utilisation des résultats de la recherche permettra aux États membres du SILS de résoudre un certain nombre de problèmes
à l'origine de la création de ce comité en 1973. Ces défis jugés comme sujets d'actualité de nos jours concernent notamment la gestion des ressources naturelles, les changements climatiques, la biosécurité, pour ne citer que ceux-là. Le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, CNAM, ex-Institut Marchou, a tenu ce mercredi la 21e session ordinaire de la structure. Le contrôle de l'état d'exécution, les rapports d'activité financiers du premier semestre 2015 sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour. Ramata Konaté a suivi les travaux, son compte rendu. Cette année, le bilan à mi-parcours est positif au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, CNAM. C'est l'une des conclusions de la 21e session ordinaire de la structure. Malgré la situation actuelle que nous traversons, en l'occurrence l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la sous-région, nous sommes quand même parvenus à maintenir nos missions de routine, de soins et de référence dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine de certaines maladies transmissibles. Ce qui reste à faire, c'est de suivre notre budget programme et notre plan d'action. Il s'agit en l'occurrence du maintien des acquis et de la continuation des mêmes activités programmées et surtout de maintenir la veille, parce qu'il faut signaler qu'une partie du CNAM, une très bonne partie d'ailleurs, a contribué de façon énergique au contrôle et à la surveillance de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Les activités réalisées portent sur l'offre de soins, la recherche vaccinale, la formation des agents, entre autres. Plus de 10 000 consultations en dermatologie ont été faites entre janvier et juin 2015. Le niveau d'exécution des activités 2015 est plus que satisfaisant. Il atteint parfois 90% dans certains domaines. Le constat est aussi valable dans la mobilisation des ressources financières, atteignant 43,48% à mi-parcours. Le budget de la structure est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Au programme du second semestre 2015 figure le développement de la pharmacovigilance. Cette activité permet d'enregistrer et d'évaluer les effets secondaires qui résultent de l'utilisation des médicaments. La surveillance des médicaments demeure l'une des activités majeures du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, l'ex-Institut Marchou. Voilà, c'est tout pour ce journal. Demain, retrouvez Mohamed Ould Mamouni dans le 10h et le 13h. Les nouvelles du temps, c'est juste après moi avec Abibatou Diakité. La grande édition de demain sera une présentation de Amara Malé Diallo. Grand merci à nos téléspectateurs de Kati, de Sanankoroba et de Bamako. C'est au Mali. Bonsoir à tous.